Allez-y.
ça ne marche pas, comme je l'ai dit, je vais prendre le temps de réaliser ça après. D'accord? OK. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les fonctions? Vous avez compris le principe? Et votre sous-programme, votre fonction, votre procédure à part, et un programme principal, vous l'appelez. OK? Voilà. Vous allez découvrir dans les langages de programmation qu'il y a des personnes qui ont conçu des bibliothèques de fonctions qui existent. Ils ont conçu des bibliothèques type spécialisées, des bibliothèques en géomatique, des bibliothèques en base de données. Donc, ils ont mis dedans toutes les fonctions de connexion à une base de données. Donc, il y a la connexion à la base de données, il y a la fiche d'utilisateur, il y a la source des opérations qu'on doit programmer individuellement. Mais quand ils mettent tout dans la bibliothèque de fonctions, donc j'appelle selon les besoins. C'est vraiment les paramètres. Par exemple, la fonction qui permet de se connecter à une base de données, dans une base de programme, tu demandes l'autre, le nom de la base de données, et puis si on doit se connecter avec un nom d'utilisateur et un nom de passe, tu donnes les quatre. L'autre, c'est la machine sur laquelle se trouve la base de données. C'est ça qu'on appelle l'autre. Donc, ça peut être le serveur. Donc, je donne l'adresse du serveur. Premier paramètre. Deuxième paramètre, on peut demander le nom d'utilisateur. Est-ce que toi-même, tu as un compte sur une base de données? Tu fournis ton nom d'utilisateur, tu fournis ton password. Sinon, je vais te demander en plus le port de connexion à la base de données. Dès que tu valides, tu es connecté. Voilà un exemple de fonction. Donc, vous allez appeler à utiliser les fonctions. Pas toujours comment tu vas zéro. Maintenant, quand j'ai fini de me connecter à la base de données, mon programme normal, c'est tout de suite. Mais je n'ai pas eu à écrire un programme spécial pour me connecter à une base de données. C'est ce que j'aurais pu faire. D'accord? Ils ont déjà créé une fonction avec tout ce qui va avec. Maintenant, c'est le temps de fournir l'autre, nom d'utilisateur, nom de passe, se connecter. Maintenant, quand je suis connecté à ma base de données, ce que je veux faire de la base de données, là, ils n'ont pas mis ça dans une fonction. Ça dépend de chacun. Quand tu es connecté par des informations de la base de données. Et après, tu connais peut-être que je récupère les informations de la base de données. Voilà un peu. Voilà. Donc, il y a des fonctions, par exemple, qui peuvent t'aider. Hein. Tu vas écrire ta requête en SQL, elle va récupérer ça pour toi, essayer d'exécuter la requête et t'envoyer un message d'erreur s'il y en a. C'est pas le message d'erreur, on envoie aussi un message de notification si c'est bien passé. Il y a plein de notifications. Alors, si toi-même tu ne connais pas le fonctionnement des fonctions, c'est un souci. Bon, ça, c'est la fonction des autres. Toi-même, tu vas devoir créer. Une fonction, là, au monde, là, on va exercice à bureau. Et là, on attend par cette fonction-là. Et dans tous les hamburgers, il n'y a pas. Il y a certains plats qu'on ne peut pas les mettre. Voilà, par exemple, quand tu vas appeler pour cela, les paramètres seront différents de vos hamburgers. Pas la même question. D'accord? Donc, les questions à poser là, l'épicier, dans l'épicier, donc tu vas être piment, sans piment, avec magie, c'est la différence. Puis, vous voulez, non, vous voulez. C'est parce que vous avez mangé des bêtises, ils disent que oui, sinon ça ne fait pas de bien toxique. D'accord. Donc, si vous avez bien compris la dernière partie de l'algo qui porte sur les fonctions et les procédures, vous êtes outillé pour attaquer les problèmes dans la programmation. Non, vous voyez que ce n'est pas si sorcier. Fonction numérique. C'est-à-dire MX. Ça, c'est déjà programmé dans le système.
C'est-à-dire, ceux qui ont construit AlgoBox ont construit en même temps les fonctions mathématiques qui vont avec. C'est ça qu'ils appellent fonction numérique. Donc là, tu dois fournir les paramètres. Tu dois faire avec. C'est pas ça le type de mon cours. Sinon, dans la fonction numérique, tu vois, c'est un peu comme dans Excel. Tu fais appel aux fonctions. Il y a fonction arrondie, il y a fonction arrondie supérieure, arrondie inférieure, tout ce que tu veux comme fonction. Donc, déjà, établi ça dedans. Et on vous permet même dans GoBox de créer vos propres fonctions que vous intégrez au logiciel lui-même. Ah, vous n'avez pas vu la partie là. Mais la fonction, c'est écrit en JavaScript. Voilà. Ça s'écrit en JavaScript. Vous voyez, par exemple, cette fonction-là, je vais donner un exemple. Et voici les commandes qui sont disponibles en fait, racine carrée, etc. Ce que tu veux. Donc, je vais fermer mon AlgoBox. Ça, c'était fonction max. D'accord. Répondu, tu n'as pas de questions, hein? Non. C'est bon? Oui, sauf que Ouais. par rapport à l'autre fois, j'avais posé la question concernant le PDF des TP. Concernant Les TP, les TP. les TP, sur les TP d'Algo, là. Oui, oui, en PDF. Tu l'as déjà fait? Tu as fait les TP? Non, je ne l'ai pas enregistré. Pas encore? Non. Ah, d'accord, c'est que tu es en retard. Parce que j'avais demandé à ce que tout le monde fasse. Tu ne l'as pas reçu? J'ai envoyé ça par mail. Tu n'as pas reçu? Non. Et elle est envoyée dans le groupe. Et puis, ils sont inscrits dans le groupe, c'est ça, non? Tu n'as pas reçu ça dans le groupe aussi? Sur c'est quoi, WhatsApp, c'est ça? Tu n'as pas reçu ça là-bas? Je veux vérifier s'il vous plaît. Donc, prends le temps de vérifier. Je pense qu'ils ont envoyé ça là-bas. Donc, l'idée, c'était de pouvoir faire tous les TP jusqu'au TP15. C'était une par la promenade à vélo. Là. Ça, par contre, D'accord. un peu plus de ce que vous faites en mathématiques ici. Oui. Une affaire. Une affaire. Oui, je suis. Vous avez déjà fait ça le 15 là? Je n'ai pas encore fait. Vous avez vu? Vous avez fui. D'accord. L'échelle, c'est une multiplication, l'échelle. C'est une multiplication? Si vous prenez l'échelle sur terre et l'échelle sur papier, c'est fini. Quand il y a l'échelle 1000 ou à l'échelle 10 000, c'est une multiplication? Bah, 10 000. C'est tout. À vérifier qu'on ait pour voir les supports dans votre groupe WhatsApp. Oui, oui, oui. J'ai vu ça. Tu as vu? Tu as vu le partage des autres? Tu n'as pas vu? Non, c'est juste le fichier concernant les TP que j'ai vu. Concernant Les fichiers concernant les travaux pratiques de TP1 jusqu'à 15. le cours aussi. Non, il n'y a pas le cours. Donc, ils ont omis de déposer
le support de cours dedans. Donc, ils vont le faire. D'accord, merci beaucoup. Ils vont le faire. Et donc, sur les TP d'Algo, comme tu ne les as pas encore fait, est-ce que tu as des questions dessus, sur les 15 exercices? Actuellement, non. Je vais essayer ça demain ou le cours prochain, je vais poser la question. D'accord, ça marche. Donc, maintenant que nous sommes outillés avec les concepts de base de l'algorithme, on peut attaquer le premier langage de programmation. Oui, le serpent, le Python. Voilà, donc c'est ce qu'on devait aborder aujourd'hui. Et comme on n'avait pas encore fini un élément important que sont les procédures et les fonctions, donc j'ai voulu les tenir à ce qu'on finisse ça d'abord avant d'attaquer Python. On est d'accord? Très bien. Je vais aller où là? C'est un nom? Pourquoi on avait de l'ordre? Je sais pourquoi dans le nom en philosophie. C'est un nom. C'est le nom d'un langage. C'est un américain, donc son nom, il va trouver ça bizarre aussi. Bon, pourquoi on appelle l'autre base de données en Python, on appelle ça Anaconda, qui est beaucoup utilisée dans les gaz. Ah, vous avez vu? Si. Il y a Python, il y a Anaconda, il y a Panda. Et tout ça, c'est des bibliothèques géospatiales. Ce sont des bibliothèques géospatiales Python. Donc, si tu dois utiliser Python pour faire de la géomatique, il y a des bibliothèques qui existent. À Python, tu as Anaconda, il y a Jupyter. Il y a Jupyter, c'est un outil qui permet de faire ce qu'on appelle un bloc-notes de programmation. Ça, vous allez voir en fait. On laisse les noms, hein. J'ai mis le support. On va arrêter à 12h30, juste le temps de. Ça vous avez fait du Python sans vous en rendre compte. Vous allez faire ça tout à l'heure. D'accord. Je cherche le support de. Et celui-là aussi, le support aussi, je l'ai modifié, transformé, mis à jour, etc. Donc, je vais vous l'envoyer aussi.
D'accord. Pour ça, faire un petit rappel sur le langage machine de programmation. On va aborder compilation et interprétation. Et puis on va voir quels sont les outils qu'on va utiliser pour faire la. OK? Le reste, ça va pas un peu. Ça, il y a votre tout ça. Un ordinateur n'est rien d'autre qu'une machine. Ça, c'est clair maintenant pour tout le monde. Ce n'est qu'une machine. On peut remplacer les êtres humains et l'autre, c'est faux. C'est une machine. OK? Donc, elle ne contient que du courant. Et le courant est représenté en informatique. Il y a du courant, il n'y a pas du courant. Quand il y a du courant, c'est 1, quand il n'y a pas de courant, c'est 0. Et ceux qui ont regardé matrice, c'est comme ça. Tu vois tout dans 0, 1, 0, 1, 0. C'est la machine. D'accord? Ça s'appelle le langage machine. Le langage binaire. Donc, nous, en tant qu'être humain, pour communiquer avec un tel système, on va transformer notre langage naturel, naturel, pour que la machine soit capable de comprendre nos instructions en faire d'elle. Et on va passer par ce qu'on a un langage de programmation. D'accord? Donc, le langage de programmation, comme il interprète le langage humain, donné à un ordinateur, ça va devenir un langage binaire ou un langage machine. Donc, ce qu'il va faire s'appelle, c'est-à-dire, en fonction du système de traduction en langage machine, on va appeler certains interpréteurs et d'autres compilateurs. Il y a une différence en fait. OK? Parce que dans l'interprétation, ce n'est pas la même méthode de traduction qui est utilisée que dans la compilation. La compilation, le résultat de la compilation, vous savez c'est quoi? C'est un programme exécutable. Dans votre cas, par exemple, c'est un point exe chez Windows. C'est ça, ce programme est compilé. Dans la compilation, pour opérer ce programme, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ce qui fait qu'on ne peut pas tester un programme qui est compilé. C'est-à-dire que si je devais juste tester 10 lignes, je dois compiler tout mon logiciel d'abord, puis voir la partie de comment ça fonctionne. Je donne un exemple. J'ai un programme qui fait 100 lignes de code. Je vais tester 10 lignes de 1 à 10. Comme j'utilise un langage de programmation qui ne fait pas l'interprétation, mais qui fait la compilation, il me demande de compiler, ça te traduit toutes les 100 lignes dans le langage machine. Donc, je vais obtenir à la fin un programme qui est exécuté que je vais d'abord installer avant de pouvoir voir comment ça marche. Il y a beaucoup de langages qui sont compilés. Par exemple, le langage C, il est compilé. Donc, quand tu écris, tu dois le compiler pour pouvoir voir le résultat. Il y a le langage C#, tout ça, tout ça. OK? Donc, il y a l'autre
pour bien voir la différence en fait entre compilation et interprétation. Donc, ton code source de ton programme là, lorsque j'utilise un interpréteur, le résultat que j'obtiens là, ça sort directement à l'écran. C'est un peu comme tout on l'a fait avec AlgoBox. C'est interprété. Je n'ai pas obtenu à la fin un programme que je dois l'installer. J'ai vu directement à l'écran ce que je voulais voir. Parce que c'est interprété. Donc, AlgoBox derrière interprète mon code source juste pour vérifier que ça marche. OK? Lorsque le code source il est compilé, vous voyez la chaîne est plus longue. Mon code source est compilé, donc il passe par un compilateur. J'ai obtenu ce qu'on appelle un code objet. Et le code objet en question, c'est ça que vous appelez le programme d'installation. Voilà, l'exil. Et c'est lui maintenant, je vais chercher à aller installer, donc l'exécuter, afin de pouvoir voir le résultat. Donc la chaîne est plus longue. On a la chance, c'est que chacune des deux techniques-là a des avantages et des inconvénients. Et il y a des langages de programmation qui essaient de combiner les deux. Si tu veux tester un bout, tu testes. Quand tu seras prêt, tu compiles. D'accord? Vous voyez par exemple, Python, Dieu merci, il est interprété. C'est quelque chose. Parce que regardez par exemple, quand on crée les pages web, si tu devais compiler avant d'avoir le résultat dans le navigateur, on n'allait jamais pouvoir créer quelque chose. D'accord? Et heureusement, je ne sais pas comment modifier. Dans la page, ça apparaît. Comme je peux compiler ça, oui. C'est le fait que la machine fait. Parce que dans le cas là, tu ne cherches pas à traduire en fait. Tu as créé un programme à part entière autonome. Donc c'est différent. Il va falloir créer tout l'environnement, que ça soit installable sur Linux, sur Windows, tous ces éléments. C'est ça la compilation. Et puis à la fin, tu obtiens un seul fichier qui est ton programme. Et ce fichier en question, je dois aller maintenant l'installer dans cette situation pour que ça marche. Donc, tant que ce n'est pas installé, je ne peux pas voir. Voilà la différence. Je ne peux pas voir tant qu'il n'est pas installé. Or, pour l'installer, je dois pouvoir avoir le programme exécutable. Moi, je ne cherche pas à avoir un programme exécutable. Je suis en train de concevoir mon application, je veux voir, je veux tester, juste tester. Je n'ai pas besoin d'aller faire tout ça, juste pour voir que ça marche, que ça ne marche pas. Donc, on aimerait garder la compilation quand tout est fini. OK? Voilà. Donc, Python, Dieu merci, interprète. PHP, interprète. JavaScript, interprété. Donc, je ne les ai pas choisis au hasard. C'est complet, C. Oui, elle est dedans. Java est dedans. Le Java, il triche un peu. Lui, il crée ce qu'on appelle une machine virtuelle. Une machine Java, en fait, dans laquelle il interprète. Donc, tu peux exécuter ça dedans. Tu n'as pas besoin, en fait, de l'installer sur un système d'exploitation. Mais la machine, en fait, c'est lui qui la crée, en fait. Il t'écrit l'environnement dans lequel tu vas tester. En même temps aussi, il fait la compilation. OK? Lui fait un peu de tout. D'accord? Donc, comme je disais, il y a des personnes qui ont essayé de mettre les deux mondes ensemble. Donc, ton code source est d'abord compilé. Tu obtiens ce qu'on appelle un bytecode qui ensuite on va interpréter avant d'avoir le résultat. Et Java va le travail. OK? C'est pourquoi moi, je ne peux pas accepter qu'on enseigne ce langage-là à des gens qui viennent de découvrir l'informatique et la programmation. On peut mettre ça pour plus tard. Les gars qui tapent 3 à 4 ans en Python, en PHP, base de données, etc., il va bien rodé. Un jour, à un séminaire, on va parler des ça. Tu peux apprendre à programmer en Java. C'est archi complexe.
Mais tôt ou tard, tu devras te frotter à ça. Parce qu'il y a des développements que tu es obligé de faire avec Java. Donc, aujourd'hui, tous les développeurs d'applications natives, quand on parle d'applications natives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une version pour les autres systèmes d'exploitation. Donc, imagine que tu as une application qui doit uniquement marcher sur iPhone. C'est développé en Java. Donc, si je dois recruter quelqu'un qui doit me produire cette application pour ma boîte, il faut que le gars soit un développeur Java. Oui. Si je dois avoir la même application, la version pour Android, il y a une autre manière de considérer les ressources. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui fait les deux à cause de la lourdeur de ces langages. Donc, tu vois que pour mon application, je prends l'exemple de Yango, etc. Si je veux être disponible sur les deux stores, ça fait deux développements différents pour le même résultat. Imagine qu'il y en a 10 comme ça. Et parfois, on ne fait pas de la façon, ça se dit sur le c'est pas pareil. Oui, effectivement. Il y a une différence. Aujourd'hui, ils ont créé un troisième qui sont au milieu là. On appelle ça les applications hybrides qui marchent dans les deux. Non, en fait, puisque quand tu regardes, en réalité, quand tu regardes une application web, elles fonctionnent comme un site web. C'est un site web non dit. Si je t'enlève la barre de navigation, quand souvent il passe en plein écran, si on ne t'a pas dit que sur le navigateur, tu ne peux pas savoir. C'est ça la suite. Je développe un site web qui a même une application web. Mais pour ouvrir ce site-là, je ne passe pas par le navigateur, je passe par une icône sur mon écran de téléphone. Mais quand je lance, ça se lance en fait dans ce qu'on appelle une web view. Web view, c'est une sorte de navigateur en fait, qui est dans les téléphones. Ça va s'ouvrir comme une application. Donc les boutons sont bien placés, mais je ne vois pas le bouton précédent, tout ça je ne le vois pas. Donc, ce qu'on fait l'hybride là, ça marche avec les langages web. Donc, si tu connais HTML, CSS, JavaScript, tu peux développer une application mobile qui marche sur les deux. Donc, il y a plus besoin d'aller chercher à faire du Java pour l'autre, chercher à faire du. Non seulement ils disent que quand l'application n'est pas native, n'a pas été développée spécifiquement sur un environnement, je ne peux pas exploiter tout le potentiel du système. Donc, c'est un débat maintenant qui est devenu philosophique. Je n'étais pas dit que je vais utiliser tout le potentiel de iPhone. J'ai une application qui me fournit que des informations. Je n'utilise pas, par exemple, la caméra, je n'utilise pas les GP, je n'utilise pas tous ces trucs-là. Je m'en fiche, en fait. Je ne cherche pas à faire tout le potentiel de ton téléphone. Il y a une commande à passer. C'est fini. Est-ce que vous passez une commande, j'ai vu que j'ai tout le potentiel de iPhone? Est-ce que vous passez une commande, j'ai vu tout le potentiel de Android? Je m'en fiche. Il y a des informations que je te donne, tu valides, c'est fini. C'est pour ça que je dois encore faire développement de 2 ans, 3 ans pour sortir une petite application sur le store. Et en plus, sur le store, tu payes pour être là-bas. Et si ton application, on paye dessus, chaque transaction, Google prend. Ah, vous savez pas ça? Si. C'est bizarre ça. C'était pas construit, mais on savait que c'est ça. Ils prennent un peu, et tous ils prennent. Ils ont créé le store, tu viens du dépôt, il n'y a pas de problème. Donc, ça génère de l'argent. Donc, les gens aussi découvrent que aller même dans le store, chercher une application et l'installer, il y en a tellement, il y a des utilisateurs ne font plus ça. Tu regardes sur les téléphones de tout le monde, tout ce qu'ils ont téléchargé pour installer ces applications de communication. C'est WhatsApp,
c'est Facebook, c'est Telegram, c'est Twitter. Parmi vous, combien il y a une application de programmation sur téléphone? Non, jamais touché même dans le sport, ça existe. Ça n'intéresse pas. Donc, pourquoi vous participez à ça? Les gens naviguent sur Internet, mais ils n'ont pas le temps de chercher toutes les applications de télévision, applications de terminal, ça existe. Applications pour apprendre en anglais, tout ça, il y a des millions d'applications. Mais dans les millions d'applications, qui va prendre le temps d'aller fouiller tout ça? Je pense que c'est qui veut. Imagine qu'il y ait une application pour le cuirasse. Si le cuirasse ne t'a pas dit, je ne sais jamais savoir que ça existe. Il faut que nous-mêmes, dans nos supports de communication, on mette quelque part là-bas que télécharger l'application sur. Si on n'a pas fait ça, on peut se remettre pas qu'on existe. Vous voyez? On découvre qu'au fur et à mesure que les choses avancent, les gens s'intéressent plutôt à aller télécharger une application. Ça, là, on trouve la procédure longue. Parce que quand je télécharge une application, elle va s'installer, donc elle va prendre de la place sur mon téléphone. Les gens n'en veulent plus. Ce genre de choses qui prennent place sur le téléphone. Souvent, à force de faire des applications, l'espace que tu as est totalement réduit. Donc, ils vont créer encore, à partir des applications hybrides, là, ils vont créer ce qu'on appelle les applications progressives. C'est ça qui est un peu actuellement. C'est l'avenir des applications mobiles. L'application progressive, elle n'est ni une application native, elle n'est ni une application hybride. Elle est au milieu. C'est comme, c'est-à-dire, dans une application progressive, elle est hyper rapide parce que je ne télécharge pas 2 fois la même chose. Ce que j'ai déjà regardé, c'est fini. Ce qui est téléchargé, c'est ce que je découvre aujourd'hui. Elle fonctionne comme une application normale, mais quand il visite ma page, on lui demande est-ce qu'il veut qu'on mette le raccourci de ce site-là sur la page d'accueil de ton mobile. Quand tu dis oui, l'icône sort. Il n'y a pas de téléchargement particulier à faire, il n'y a pas d'installation à faire. Donc, comme c'est facile, les gens se trouvent beaucoup de m'ont compris. Et puis, s'il est passé, les quotidiens, le monde sont passés, le New York Times, même Facebook est passé. Tu navigues le site, tu ton ordinateur, ton portable, que tu navigues sur Facebook, il y a un message qui va sortir pour te demander d'enregistrer ça sur ton téléphone. C'est juste l'icône qu'ils vont mettre. Mais l'icône va sortir comme si tu avais installé une application mobile sur ton téléphone. Ça aura la même taille, la même présentation. Mais quand tu lances ça, tu vas comme c'est un site. Mais c'est un site. Donc, c'est peut-être ça qui peut être accessible pour vous. Pour ceux qui ont des projets de développement d'applications mobile, développement plutôt des applications progressives, le meilleur des deux. Ça permet de ne pas aller bosser. Java, vous pouvez aller bosser. Ça s'appelle Swift. Le deuxième langage qui va pouvoir faire l'application mobile. Nous envoie hyper long. Au moins, tu réutilises tes compétences de développeur web normal. HTML, CSS, tout ça. Tu réutilises ça pour faire une application mobile. Donc, tu n'as pas besoin d'aller réapprendre. C'est clair? Mais quand même, les applications natives. En Python et tout ça, c'est important. Oui, mais Python ne fait pas du mobile. Il y a le web et il y a le mobile. Hein? Ça fait deux environnements différents. Python fait du web. Il fait du web, il fait programmation normale sur ordinateur, desktop, etc. Un peu, mais ce n'est pas trop son but, c'est la science. Là où on calcule, c'est les champions. Donc, si tu es scientifique, il y a beaucoup utilisé.
Sinon, aujourd'hui, comme il est bon, il est arrivé partout. Est-ce que vous savez que Netflix, c'est des développeurs? C'est l'application, non? Oui, c'est une application en mobile. Mais pour pouvoir récupérer les films via ton profil, tout ça, c'est une question qui est. Aujourd'hui, d'ailleurs, on fait de mixer les technologies. Tu vois comment? Il n'y a pas un qui fait tout. Donc, je prends un petit, il voit qu'il a des limites. Je pense que lui, il est le plus fort dans le domaine. Il vient m'aider. Mais d'accord? Pas de malin. Est-ce qu'on t'a fait des carottes de gelatiné? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais de il faisait un peu d'énergie à la bête à bientôt. Il y a l'impression qu'il y a à chaque fois, on change la télé. Donc, une fois que tu comprends, au bout de 2 heures, tu prends le moins de 10 minutes là-bas. Ouais. Et la dernière fois, on était assis au marché, il y a un gars qui est venu, il dit qu'il a compris les prix. Son principe, au bout de 2 heures, il est aussi pas trouvé, c'était plus la même chose. Il a l'impression qu'en temps réel, là, le gars, il a changé. Il y a un gars qui est assis là-bas. Parce que moi, je dis qu'il fait match up et tout. Et il a assis. On a remarqué, à chaque 2 minutes, c'est là qu'il fallait parler. Tu as chaque 2 minutes, un moment précis que tu parles. Et puis, ça a passé, il a envoyé plus de, qu'on avait dessin quelques minutes. Il est assis devant, il a mis 5 minutes, il a réglé les dessins. Là, au bout de 2 heures, 3 heures, ça a changé. Et puis, il a compris ce qu'il fallait au bout de 2 heures, 3 heures, il a réglé, ça a marché. C'est là, il ne va pas à l'école, il fait une promesse. C'est la vie, c'est moi les chiens, on t'a regardé. Non, il est pas. D'accord. Donc, on arrive maintenant à Python proprement dit. Donc, c'est un langage de programmation, comme les autres. Je vais traduire un code binaire en langage, je vais traduire les instructions en langage machine. Il a été créé par un monsieur qui s'appelle Guido van Rossum. C'est un langage qui est assez jeune. La première sortie en 91. Donc, quand on parle des jeunes, je dis qu'il y a des jeunes sortis un peu plus. Les gens de 1960. 70, ça, c'est de très vieux dans la parce qu'elles sont plus récentes. Ah. Et vous cherchez d'où vient le nom, tu as vu maintenant? Ok, ça te va? D'accord, c'est de là-bas que vient le nom. En Angleterre, ils enseignent ça aux enfants. Python, c'est le programme officiel de l'Angleterre. Il y a ce qu'on appelle l'informatique physique. C'est imposé à toutes les classes jusqu'en terminale. Ce n'est pas l'école qui va décider, c'est le programme. Tu ne fais pas contre la lettre. Tous les enfants vont faire. C'est une obligation. Ok? Ils ont choisi Python comme langage à apprendre aux enfants. Ouais. Je fais mal en guerre. Si dans ton pays n'a pas décidé encore là-bas que ce soit imposé comme. Ça dépend de ton pays. C'est donc, c'est un langage que vous interprétez, et puis, la particularité, que c'est facile à comprendre. Il est puissant, mais en très peu de lignes de code, c'est capable de faire de grandes choses, en fait. Les autres langages, si on te demande l'équivalent juste pour afficher un texte, ah non, tu es carrément découragé. Ça, c'est juste pour afficher un texte. Mais lui, comme vous l'avez vu dans le cours, là, pour afficher un message électronique, c'est facile pour lui. Si tu vois l'équivalent, par exemple, en C ou en Java, donc voilà pourquoi, l'année où je parlais de ça avec Alain, il y avait aussi le langage Pascal qui était beaucoup utilisé dans l'éducation parce que c'est très facile de comprendre la programmation avec ce type de langage.
Lui, il en fait partie. Il est interprété. Tout dans la vue des deux méthodes d'interprétation, lui, il est interprété. Donc, ce qui fait que en les 2 ou 3 lignes de code, je peux tester en même temps. D'accord? Il est modulable. Tout à l'heure, on a vu les fonctions. Donc, Python est modulable. Il y a autant de modules que possible. Il y a aussi des modules qui existent. Je vais vous donner l'exemple de la cartographie. Il y a des modules Python, la cartographie, il y a des modules Python pour la mathématique, il y a des modules Python pour les jeux vidéo, si tu veux. Il y a des modules Python pour pratiquement tout en fait. Et puis, moi aussi, je dois être capable de pouvoir créer aussi mes propres modules. Sincèrement, la création des modules, ça vient avec le temps, avec les besoins. Ce n'est pas une course. Ouais. C'est au fur et à mesure que tu pratiques le langage que le besoin de création de fonctions vient de parler. OK? D'accord. Aujourd'hui, je ne vous le cache pas, c'est l'un des langages, parce qu'ils ont fait le top 10. Il a fait pratiquement 5 ans qu'il est premier. Langage le plus utilisé au monde. Ce qui fait que, au niveau des métiers de l'informatique, en termes de salaire, dans le top 10, développeur Python est premier. Maintenant, en termes de pays où le salaire est le plus élevé, dans le top 10, les États-Unis sont premiers. La France est 10e. Tu m'envoies dans les choses. Deuxième, en Angleterre. Là aussi. Non, je n'ai pas fort. Dans le top 10, il n'y a pas de côté du monde. Tu as Canada, Angleterre, Allemagne, Suède, les pays négligés. Non, mais les Suédois, les trucs qui ont beaucoup avantage d'information. Suisse. C'est aussi quand même. Même Belgique, mais en France. Mais vous voyez, en France, un développeur est autour de, en moyenne, pas de la moyenne, ils sont autour de 40, 50 000 francs. Enfin, 50 000 euros l'année. Pendant que le même gars, le même boulot aux États-Unis, a près de 90 000 $ l'année. Maintenant, tout ça, je dis moyenne. Sinon, si le gars travaille après de 15 ans d'expérience en développement, puis il est autour de 100 à 120 000 $ l'année. Ça dit qu'il rivalise avec les avocats et les médecins. Il n'a même pas besoin d'apprendre sur le langage. Si on sait que vous avez écrit développeur Python, point. Machine learning, ce sont ceux. Intelligence artificielle, ce sont ceux. C'est encore du Python. Tout ça, Python excelle dedans. Tout ce qui est scientifique, mathématique, Python excelle dedans. Robotique, Python. Donc, quand quelqu'un sait programmer en Python, c'est un peu comme ça. C'est bien super rare. OK? Donc, ça vous montre que. Voilà. Les versions de Python actuellement sont dans la version 3. Je pense bien que au moment d'écrire ces choses, on était à 3.9. Donc, vous qui avez déjà Linux sur votre machine, Python est déjà dedans par défaut. Vous savez ça, non? Vous ne savez pas? Python est déjà installé dedans par défaut. C'est quand vous veut travailler dans Windows que vous allez peut-être chercher à. Mais nous, on va coder en Python avec notre éditeur favori. C'est qui? Non. Voilà. Sinon, si j'ouvre mon terminal, par exemple, pour vous montrer que Python est déjà installé, vous écrivez simplement Python comme ça. Valider.
Ah oui, je dois mettre 3 derrière. Voilà. Vous lisez, non? Python 3.8.10. 15 mars 2022. 12 heures, etc. Sur Linux. Type Help, Copyright, Credit, or License for Information. Et puis, tu mets les chevrons en 1, 2, 3. Donc, ça, je suis déjà ce que ça s'appelle l'interpréteur Python. Je ne suis plus dans le terminal, mais dans le terminal, je suis dans Python en même temps. C'est pourquoi la ligne a changé. On en voit. Et c'est ça que vous allez voir sur votre ordinateur. Ça soit non? Python 3.8.10. Alors, ça vient par défaut, en fait. Vous avez la version de Linux et la version ouverte de ça. Voilà. Il y a une autre Donc, vous-même, au niveau du système d'exploitation, on est passé à 22. La LTS est sortie, c'est en avril. Sinon, on joue il y a 2 mois. On passe. Je prends le temps après de faire ça. C'est pas la pousse. La 22 est là pour 5 ans, donc c'est pas la pousse. Toujours. Il y a toujours des nouveautés dans une nouvelle d'exploitation, une nouvelle version des programmes, etc. C'est pour ça qu'on fait des versions. Lorsque vous ouvrez Python comme ça, vous êtes déjà dans l'interpréteur Python. Donc, tout ce que vous écrivez là actuellement doit être du Python. Est-ce que vous avez Python et tout calculateur aujourd'hui? Écrivez là 2 plus 5, puis après en fait. Vous allez voir. 2 plus 5. Voilà. Donc, ça veut dire déjà que les opérations mathématiques de base qu'on a vues en algorithme sont déjà valables ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que vous avez vu, la division, etc., la multiplication, c'est déjà pour nous, ça veut dire déjà ce qu'on appelle l'équivalence entre algo et Python. Côté arithmétique, ça va. Il y a tout bien consigné ça. Le plus vache, le moins vache, l'explication vache, tout ça marche. Seulement que le modulo, c'est toujours le puissance, c'est pareil. OK? D'accord. Pour sortir de ça, c'est qui fait le faire de l'interpréteur? Ça fait clair? C'est un gros de la science. Excel, tu vois. Tu te fais quoi? C'est ça. Il faut qu'on appelle contrôle D et puis ça y est. Mais c'est la qualité Python. C'est ça, c'est un qualité Python. Le contrôle D. Il te ramène maintenant au terminal. Peut-être pour vous montrer que Python est déjà technologique. Mais nous, on travaillera avec Visual Studio. Parce que dans l'interpréteur ici, dans le terminal, il n'y a pas la coloration syntaxique. C'est très important la coloration. Ils sont tous écrits, par exemple, une fonction. Ils savent que c'est une fonction. Mais quand tout est noir, et tout est blanc, c'est un peu difficile. Quand c'est du texte, on s'en du texte. Quand c'est une message d'affichage, on s'en du quand c'est une variable, on pourra s'en et il y a beaucoup d'éditeurs Python qui existent, vous allez découvrir ça vous-même sur Internet. Donc, ils vont vous parler des P-Charm, de plein de choses. Je pense que peu importe l'éditeur, c'est pas ça le plus important. C'est ce que tu vas en faire. D'accord. Non. Exit, c'est pour sortir du terminal. OK. Donc, vous avez déjà Visual Studio Code, non? Oui. Ce qui manque peut-être à votre Visual Studio Code, c'est
il y a des extensions qu'on va ajouter en fait à votre Visual Studio Code. D'accord? Donc, mon Visual Studio Code ici. C'est que je vais pas avoir la liste des extensions. Avec comme extension dans notre VS Code, c'était les extensions que HTML. Ça, non? OK. Donc, dans votre VS Code ici, on vient dans la partie on vient dans la partie extension ici. Tout le monde voit? Voilà. Je vais voir ce que moi j'ai déjà mis ici en Python. Donc, déjà, vous pouvez installer Jupyter. Il y a quoi? Je connecté Internet et tout. Il y a pas. Là, il demande. Oui. Avec Microsoft. On dit que les fonctions, elles sont sur le même site que. Voilà. En fait, ici, quand on met Microsoft, elle vous dit qui a créé la fonction Jupyter ou plusieurs fichiers de code. OK. Ensuite, je vais écrire Python. Au revoir. Et ça dit quoi? Ça te permet de donner avec mon des choses. Donc, on a le code, on a le résultat, et puis il y a aussi les commentaires qui se mettent dessus. Après. Okay. Bon, il y a un autre ici, je crois. Attendez, est-ce que... Ah, vous avez déjà mis ça dedans, non? IntelliCode, là. Non? Ça prend du temps, t'es sûr? D'accord, ce qu'on va faire, la liste des extensions à installer, j'ai du mal à me trouver. Non. Je vais vous envoyer ça. Vous allez rechercher. Je ne suis pas dans votre groupe, donc je ne sais pas. Mais je rentre dans le groupe. Je n'ai pas envie de voir vos conversations bidons. Non, mais c'est qu'on va créer des groupes de fous. Vous avez créé un groupe bâti? Oui, d'accord, donc je préfère être dans le groupe bâti. Voilà, donc je me mets dans le groupe. Pourquoi mon WhatsApp, c'est mon numéro Move. Mon numéro Move, c'est 01 42 47. Je vous envoie la liste des fonctions Python à mettre. Je travaillerai avec. C'est bon? Sinon, c'est à ça qu'on va travailler. Déjà, donc c'est plus facile. Autre question?
D'accord. Donc, s'il n'y a plus de questions, c'était de vous demander quand est-ce qu'on se voit. Oui, c'est jeudi. Je sais quand je dois voyager. Je fais ça. Même si elle revient à la maison, on va laisser autre chose. Non. C'est déjà fait la liste. Je crois que tu dois aller en voyage pour que ça va. Quand ça démarre, il roule. Ça va te surprendre. Ça te le dit. Ça va. 42 heures déjà. Dès matin, tu vas prendre. Je vais faire le soir. Il y a eu une journée le matin. C'est pas le matin. Je vais réfléchir. Ouais, mais même dans le groupe, là, s'il y a quelque chose, il y a où dire. C'est bon? C'est une régie. C'est quand même. Johnny, tu as des questions? Ça va, ça va. Ça va, d'accord. Donc, je vais vous envoyer la liste des extensions à installer dans Visual Studio Code. J'espère que tu l'as déjà hein, sur ton ordinateur. Oui. D'accord. Donc, comme vous regardez le tableau, une fois que vous aurez les bases de programmation en Python, les 15 TP doivent être écrits en Python. Ça devait être parti parce que vous avez déjà les algos. Si on sait qu'on vient travailler dessus. C'est ça l'idée. Et comme je vous l'ai dit, quand je vais revenir de mon voyage, on va faire développer 2 applications avec Python. Ça va? Maintenant, je suis obligé de vous faire une évaluation, mais on ferait une évaluation 2 semaines. Ça veut dire de faire une évaluation de tableau avant et de Python avant. Donc, on vous donne vraiment un exercice, une application à développer, vous faites d'abord l'algo, etc. Une fois que vous avez fini, vous faites ça maintenant en Python, une fois que c'est fini, on fera des trucs comme ça. Ça va? D'accord. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là.